En 1910, 7 hommes se rencontrèrent sur l'île de Jekyll, au large des côtes de la Géorgie aux États-Unis, pour mettre au point l'avènement de ce qui allait devenir la Banque nationale américaine, la fameuse Federal Reserve. Nelson Aldrich et Frank Vanderklipp représentaient l'empire financier des Rockefeller. Henry Davidson, Charles Norton et Benjamin Strong représentaient quant à eux la banque d'affaires J.P. Morgan. Paul Warburg représentait la dynastie européenne de la banque Rothschild quant à lui. Habituellement en concurrence acharnée, ils firent cette fois cause commune pour créer cette fameuse Federal Reserve. Ces 3 familles étaient en réalité, sans le savoir, sous le contrôle de l'ordre des Illuminés de Bavière, ceux que l'on vulgarise sous le nom d'Illuminati aujourd'hui. Et ce sont ces Illuminati qui, après avoir fait acheter la White Star Lines par J.P. Morgan, ordonnèrent, en 1909, la construction du Titanic pour une raison que nous allons bientôt comprendre. La White Star Lines était la compagnie copropriétaire du fameux Titanic. Depuis le tout début, le luxueux paquebot était voué à un destin funeste. Il se trouvait qu'un certain nombre de personnages influents n'étaient pas favorables au projet de création de la Federal Reserve. Benjamin Guggenheim, Isaac Strauss et John Jacob Astor s'opposaient à sa formation. Non seulement ces hommes, indiscutablement les plus riches au monde, étaient contre l'institution de la Federal Reserve, mais en outre, ils auraient usé de leur richesse et de leur influence pour faire éviter la Première Guerre mondiale. Chacun sait aujourd'hui qu'une guerre mondiale, c'est excellent pour l'économie d'un pays, surtout quand ce pays fabrique de l'armement, comme les États-Unis. On leur déroula donc à ces 3 personnes le tapis rouge afin qu'ils embarquent pour le voyage inaugural du plus grand navire jamais construit. La campagne en faveur de l'insubmersibilité du Titanic promettait aux passagers un haut niveau de sécurité. Il fallait en fait que l'élimination du trio Guggenheim, Strauss, Astor ait lieu d'une manière si absurde que personne ne puisse penser à un meurtre. Le capitaine du Titanic s'appelait Edward Smith. C'était un initié Illuminati qui travaillait pour la J.P. Morgan. Lorsque le navire appareilla de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, un photographe irlandais du nom de Francis Brown, prêtre jésuite, se trouvait à bord pour la première partie du voyage entre Southampton et Queenstown en Irlande. Celui-ci, qui deviendra l'une des personnalités les plus puissantes de l'Irlande, était le maître spirituel d'Edward Smith, le capitaine du bateau. Francis Brown profita de la première partie de la traversée pour photographier les victimes. Il en profita probablement aussi pour rappeler au capitaine les implications de son serment, et le matin suivant, il lui souhaita bon vent en débarquant lui-même en Irlande. Le capitaine Smith avait une foi inébranlable en son supérieur. Brown l'instruisit sur ce qu'il devrait faire une fois rendu dans les eaux de l'Atlantique Nord. Cela faisait 26 ans que le capitaine Smith voyageait dans l'Atlantique Nord. C'était le plus grand spécialiste au monde de ces eaux froides. Le capitaine savait très bien pourquoi ce navire avait été construit. Il avait toujours été convenu qu'il coulerait lors de son premier voyage. Par une nuit sans lune, il donna en secret l'ordre de propulser le Titanic à pleine vitesse, soit 22 nœuds, à travers une gigantesque zone de glace d'une surface de 80 000 carrés. Il savait parfaitement qu'il s'y trouvait des icebergs. Il avait reçu des ordres et rien ne l'aurait fait dévier de sa mission. Les agissements du capitaine Smith au cours de ces dernières heures ne furent pas dignes de sa fonction. Il semblait toutefois lutter contre sa conscience. Devait-il se conduire en brave capitaine ou obéir à son maître et couler le navire? On avait fait en sorte qu'il n'y ait pas assez de canots de sauvetage. Dès la collision,
la plupart des canots furent mis à flot, avec seulement quelques passagers à bord, des femmes et des enfants. On envoya des fusées éclairantes blanches. Or, les bateaux qui croisaient à proximité pensèrent qu'il y avait une fête à bord, puisque les fusées de secours sont toujours rouges. Ces exemples n'illustrent pas l'arrogance d'un équipage qui croyait que le Titanic était insubmersible. Non, ces défaillances étaient toutes programmées. Ces riches parmi les riches qui s'opposaient à la mise en place de la Fédérale Réserve périrent au milieu des classes moyennes et défavorisées. Le navire insubmersible, le Pallas flottant, avait été conçu pour devenir leur tombeau. Le naufrage du Titanic reste peut-être le plus grand désastre du XXe siècle après les 2 guerres mondiales. Le 14 avril, la même date que celle de l'assassinat d'Abraham Lincoln, de l'année 1912, le Titanic heurta un iceberg et toute opposition à la création de la Fédérale Réserve fut définitivement gommée. En décembre 1913, l'institution bancaire vit le jour aux États-Unis. 8 mois plus tard, grâce à la Fédérale Réserve, les Illuminati disposaient de suffisamment de fonds pour déclencher la Première Guerre mondiale. Alors faire construire et couler le plus grand navire du monde rien que pour éliminer 3 individus, voilà qui peut faire sourire bon nombre de sceptiques rationalistes. Pourtant, les initiés savent que la probabilité de réussite d'une action est proportionnelle au sacrifice qui est accepté en vue de sa réalisation. La fameuse devise « la fin justifie les moyens » peut être aussi comprise comme « la grandeur de la fin nécessite des moyens équivalents ». Or, magiquement parlant, tuer les 3 hommes les plus riches de la planète n'est pas une mince affaire. L'histoire secrète de ce monde montre en tout cas que les hautes sphères de l'ordre mondial n'ont jamais hésité à perdre de grandes quantités d'argent, voire à sacrifier certains des leurs, pour faire avancer leurs plans. Étant donné que la mise en place de la Fédérale Réserve pouvait leur assurer, à terme, le contrôle total de toutes les richesses de la planète, qu'avait-il à perdre ? Je vous laisse maintenant vous faire votre propre opinion de cette histoire. Cherchez, comprenez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merci et à bientôt.